Bonsoir à tous et bienvenue, bonne année d'abord bien sûr, et bienvenue dans cette nouvelle émission du Forum Changer d'air. Nous sommes diffusés ici en direct, ici à l'Open Man Café rue de la Boétie à Paris, et en partenariat avec BVA. Nous sommes en direct sur les sites du Forum Changer d'air, de BVA, d'Agoravox également. Tout cela grâce au talent conjugué de Triple C, des dialogues stratégiques, de JD Carré et de Un air de chat, bien évidemment, comme pour chaque émission. Alors nous avons voulu que cette émission soit la plus participative possible, la plus impliquante pour vous qui êtes derrière votre écran. Vous aurez la parole dans l'émission, vous pourrez interpeller nos invités, vous pourrez leur poser des questions sur Twitter, sur le hashtag FCE 2015, mais aussi sur le chat, à côté de la vidéo de l'émission, vous avez un chat, posez vos questions, n'hésitez pas, elles arrivent toutes ici, et je serai le passeur, l'humble passeur de vos questions, de vos témoignages, de vos réactions autour de ce dialogue. Laissez-moi vous présenter nos invités maintenant. Nous avons aujourd'hui, pour bien démarrer l'année, le plaisir, l'honneur de recevoir aux côtés de Joël de Ronet, le parrain de cette émission, Monsieur Luc Ferry. Ancien ministre de la Jeunesse, de l'Éducation nationale et de la Recherche, homme de lettres, philosophe. On peut retrouver Luc Ferry au Théâtre des Mathurins pour ses leçons de philosophie, mais aussi sur Radio Classique, sur LCI, dans Le Figaro, sur son blog, sur Twitter et en librairie bien sûr. Luc Ferry est un auteur prolifique, à qui l'on doit récemment l'innovation destructrice chez Plomb et Sagesse d'hier et d'aujourd'hui chez Flammarion. Et je ne peux, comme un clin d'œil, que vous recommander d'aller le lire ou relire son entretien avec Véronique Angers de Fribert sur le site des dialogues stratégiques. Un entretien, vraiment, allez-y, lisez-le. Joël de Ronet est conseiller de la présidente d'Univers Science, c'est le parrain de cette émission du Forum Changer d'air, président exécutif de Biotics International, écrivain, scientifique, spécialiste des origines du vivant, pionnier du numérique, personnalité numérique en 2012, auteur de nombreux rapports gouvernementaux. On retrouve Joël de Ronet dans ses nombreux ouvrages, dont son dernier livre, Surfer la vie, comment survivre dans la société fluide, aux éditions Les Liens qui libèrent. On le retrouve également sur son site Carrefour du Futur, sur les réseaux sociaux, sur Twitter beaucoup, et sur Facebook. Et le 3 juin prochain, pour le forum Changer d'air à la Cité des Sciences et de l'Industrie, qui aura pour thème, je vous le dévoile, au-delà de la révolution numérique, retour à l'humain. Messieurs, un certain nombre de thèmes vous rassemblent. Nous sommes très honorés, très heureux de vous avoir ce soir avec nous. Ce dialogue s'annonce passionnant. Il sera donc interactif. Il sera animé par Véronique Angers de Fribert, rédactrice en chef des dialogues stratégiques, présidente et fondatrice du Forum Changer d'air, à qui je laisse la parole. Véronique. Merci Éloi. Bonsoir Luc, bonsoir Joël. Alors Luc, vous y allez carrément avec l'innovation destructrice. Vous nous parlez de destruction. On connaissait la destruction créatrice de Schumpeter. Et on sait tous que l'innovation est tout de même très indispensable pour survivre, que ce soit une société ou une organisation. Alors, est-ce que le remède est parfois pire que le mal ? Parfois oui, mais globalement non. Deux chiffres, parce qu'ils sont parlants depuis 1750, depuis qu'on a des statistiques sur l'espérance de vie des Français. Notre espérance de vie a été multipliée par 3, ce qui n'était jamais arrivé dans l'histoire de l'humanité, jamais. Et donc on a vraiment un progrès formidable à partir du XVIIIe siècle. Notre niveau de vie réel a été multiplié par 20. Simplement, depuis les années 50, notre niveau de vie réel en France a été multiplié par 3. Donc on a là des progrès absolument formidables, qui d'ailleurs à l'origine sont liés simplement au fait que les gens ont commencé, grâce au développement de la croissance et du capitalisme, à manger convenablement et à se protéger du froid. C'est d'abord ça qui a été le premier facteur d'allongement de l'espérance de vie. Donc, et là je reviens d'un congrès de médecins et pathologues, on a trouvé maintenant une molécule qui permet de remplacer définitivement l'interféron, qui guérit l'hépatite C en 12 semaines à 97%. L'hépatite C était quand même une vraie saloperie. Et donc on a des progrès qui sont absolument formidables, donc des innovations qui sont magnifiques. Et je serai le dernier à critiquer l'innovation. Simplement, il y a un revers de la médaille. Je vais m'arrêter là, mais pour prendre un seul exemple, quand Gutenberg invente l'imprimerie, on estime aujourd'hui, les meilleurs économistes ont fait toutes sortes d'enquêtes et d'études sur le sujet, qu'un ouvrier imprimeur met au chômage 200 copistes. Si vous traduisez dans le langage d'aujourd'hui, il y a 3000 libraires en France. Combien en restera-t-il dans 10 ans? Probablement 300, peut-être pas autant. Il va leur arriver exactement la même chose qu'aux disquaires parce que Amazon va détruire le réseau de librairies en France. Amazon, c'est formidable, je m'en sers toute la journée. Mais c'est aussi, voilà,
l'idée d'innovation destructrice. Il y a une face obscure du progrès, même si c'est quand même un progrès. Et donc, si on veut réfléchir aux freins à l'innovation, il faut réfléchir aussi à cette face obscure du progrès. L'exemple d'Amazon est tout à fait parlant. Et d'ailleurs, je pourrais dire, j'ai pris l'exemple des libraires, mais je pourrais prendre l'exemple des agences de voyage. Qui d'entre nous va encore aller dans une agence de voyage pour prendre un billet Paris-Nice? Personne. Même ma grand-mère ne le ferait plus. Et donc, on a là un certain nombre d'innovations qui, encore une fois, sont d'un côté formidables, mais d'un autre côté, ont un prix extrêmement lourd. Joël, on parle souvent d'innovation R&D technologique, mais on innove aussi dans le domaine managérial ou social. Qu'est-ce que ça vous inspire, ça? Moi, je pense, après ce qu'a dit Luc, je suis enchanté de ce débat qui n'est pas du tout comme on l'appelle à la télévision un face-à-face ou un duel. C'est un débat empathique. On essaye de penser à l'intérêt de ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent. Je pense que l'innovation, et je vais dire un mot un peu difficile, un peu fort, est un leurre. Un miroir aux alouettes pour beaucoup d'industriels et pour beaucoup de gouvernementaux. Pourquoi? Parce qu'ils pensent à un produit innovant ou à un service, comme Véronique vient de le dire, innovant, et ils ne pensent pas suffisamment au processus dynamique et systémique qui fait émerger les innovations. C'est ce processus qui est important. Si on se concentre sur la manière de financer un produit futur ou un service futur, on se trompe. Et d'ailleurs en France, avec nos chers X qui ne pensent qu'aux mathématiques et donc à la programmation, et nos chères élites énarques qui pensent au droit, ils pensent que l'innovation peut naître de lois de programmation, ça c'est les mathématiciens, ou de décrets. Or l'innovation ne naît ni de programme ni de décret. La preuve, on a créé, nous, en France, et je l'ai un peu vécu à cette époque-là, l'ANVAR, l'IDI, l'Institut de développement industriel, la DGRST, la Délégation générale à la recherche scientifique et technique, les actions concertées. Ça a coûté très, très, très cher. Qu'est-ce qu'il est sorti de tout ça? On a loupé beaucoup d'innovations. Où elles se sont faites? À la Silicon Valley, ou sur la route 128, le boulevard Périque qui entoure Boston. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas inventé des structures, ils n'ont pas fait des lois de programmation, ils n'ont pas instauré des décrets, ils ont créé un milieu, au sens de Claude Bernard, c'est-à-dire un environnement qui catalyse et favorise l'émergence des innovations. C'est ça qui est difficile, et je crois que c'est vers ça qu'il faut qu'on se concentre dans notre cher pays très cartésien, pensant à l'analyse, à la cause et aux effets, et pas suffisamment au processus dynamique. Mais comment on innove, par exemple, dans l'éducation et la politique, puisque vous connaissez bien ces domaines-là, Luc? On innove un petit peu quand même. Je vais vous décevoir parce qu'on est là dans un monde probablement très attaché à l'innovation, mais dans le domaine pédagogique, c'est là que ça a été le plus catastrophique. Depuis la rénovation pédagogique jusqu'à l'invention de nouvelles méthodes comme la main à la pâte. Bon, on a vu par exemple dans le domaine de l'apprentissage de la lecture, on a vu plus de 200 méthodes de lecture, d'apprentissage de la lecture différentes apparaître depuis les années 50, depuis la grande révolution de la méthode globale, qui elle-même d'ailleurs a été quand même assez désastreuse. Et donc paradoxalement, en tout cas au niveau de l'école primaire, c'est au niveau des tout-petits, le vrai problème c'est plutôt le retour aux fondamentaux que l'innovation pédagogique. Et donc on a là une grande désillusion sur les sciences de l'éducation et sur la rénovation pédagogique des années 70. Je pourrais vous en donner beaucoup d'exemples, mais enfin prenons simplement deux exemples qui sont les deux plaies de l'éducation aujourd'hui et de l'enseignement. On a pratiquement 35% de nos enfants qui à l'entrée en sixième sont en situation quasi d'illetrisme, ou en tout cas de très grandes difficultés de lecture et d'écriture, évidemment à des degrés divers, hein. J'ai fait une enquête avec l'amiral Béraud où on a croisé les chiffres de la défense et les chiffres du ministère de l'Éducation nationale. On a publié ça ensemble. En gros, on retrouve les mêmes chiffres au JAPD, c'est aux journées d'appel pour la défense. On a en gros 7 à 8% de nos enfants qui sont complètement analphabètes. On a 10-15% de plus qui sont des lecteurs peu fiables et très très lents, c'est-à-dire qui peuvent déchiffrer un panneau indicateur mais pas plus. Et puis on a encore 10%, 10 à 15%
14% de plus qui sont des lecteurs fiables, mais extrêmement lents, c'est-à-dire qu'ils ne pourront jamais lire même un article de journal et a fortiori un roman ou un livre. Et donc on a là, à l'entrée en 6e, et les mêmes chiffres encore une fois à 18 ans, on a pratiquement 35% de nos enfants qui sont exclus en vérité de la lecture. Et donc on s'aperçoit que tout ce développement de l'innovation pédagogique, des sciences de l'éducation, etc., des nouvelles méthodes de lecture, etc., ça n'a pas marché. Et c'est là que l'innovation a été la plus destructrice. Encore une fois, il y a des secteurs dans lesquels elle est absolument formidable, notamment sur le plan scientifique, technique, médical, mais aussi d'ailleurs social. Hein. C'est très important, les innovations sociales et politiques. Mais en revanche, sur le plan pédagogique, ça a quand même été une véritable catastrophe. Pourquoi? Je vous le dis très vite. Tout ce qui était traditionnel a été laminé. Alors vous avez deux môles de tradition. Tradition, ça veut dire transmission, héritage. Hein, c'est la langue et la civilité, la politesse, pour l'appeler par son vieux nom. Aucun d'entre nous n'a inventé ici la langue française. Chou, hibou, genou, caillou, l'accord du participe passé, tout ça est totalement traditionnel, c'est de l'ordre de la transmission. Personne n'invente non plus les règles de politesse. Quand vous terminez une lettre par monsieur, madame, je vous prie d'agréer l'expression de mes sentiments les meilleurs, c'est totalement traditionnel, c'est du pur patrimoine, c'est du pur héritage. Or, c'est les deux secteurs qui sont le plus en difficulté aujourd'hui dans l'enseignement et dans l'éducation. Je ne confonds pas les deux, mais enfin là, ils se rejoignent. Et donc, dans ce domaine-là, l'innovation qui a rompu avec la tradition a été assez désastreuse. Dans d'autres domaines, encore une fois, elle est formidable, mais ce n'est pas dans le domaine de l'éducation que ça a été le plus efficace. Elle a été un peu destructrice. Alors et justement, dans le domaine de l'éducation, ouais. j'embraye dessus parce que c'est un domaine tellement structuré, tellement rigide. Je vais dire un mot aussi, encore une fois terrible, c'est difficile d'innover dans l'Empire. Je parle un peu comme dans la guerre des étoiles. Quand on est dans l'Empire très structuré, les mentalités et les structures ne bougent pas. Je me rappelle de cette phrase de Jacques Monod, qui a été mon maître à l'Institut Pasteur pendant des années, qui me disait que chaque fois qu'on veut innover, créer quelque chose de nouveau, il me disait, mon petit Joël, il y a 3 catégories de personnes contre vous. Il y a ceux qui font la même chose, ceux qui font le contraire, et ceux qui font rien. C'est-à-dire tout le monde. Et donc, l'ordre est tellement établi, tellement structuré, que l'innovation devient très difficile. Et c'est pourquoi il faut rappeler aussi, je pense, la différence entre l'innovation linéaire et les systèmes innovants. Si je reprends le processus classique, il y a la découverte, en général faite dans des labos, qui conduit à une publication. Ensuite, il y a l'invention, un inventeur, il prend un brevet. Ensuite, il y a le prototype, on construit quelque chose, ça c'est l'innovation. Et puis, il y a la commercialisation. C'est un processus linéaire. Et il coûte 1 à la première étape, 10 ou 100 à la seconde, 1000, 10 000, 1 million à la troisième. Donc, on pense que l'innovation naît dans un processus linéaire que l'on peut financer à différents endroits. Or, l'important, je l'ai dit tout à l'heure dans cette introduction, ce sont des systèmes innovants, pas l'innovation. Est-ce qu'Internet, c'est une innovation? Non, c'est un système innovant. Internet est fait de réseaux de communication, de TCP/IP, de mails, de moteurs de recherche, etc. Est-ce que le GPS de votre voiture, c'est une innovation? Non, c'est un système innovant qui est fait de satellites, d'une fréquence que ma voiture comprend et pas celle d'à côté, d'un écran tactile, etc. Donc, il est important, et c'est là où les gouvernants et les industriels ont du mal à penser l'innovation, c'est qu'ils pensent en termes de produits. Comment les Français n'ont pas été capables d'inventer le GPS ou Google? Mais non, il faut créer les conditions catalytiques pour faire émerger les innovations. En fait, il y a 3 mots qui me viennent toujours à l'esprit. J'ai dirigé pas mal d'équipes de recherche dans ces sujets-là. C'est catalyse, convergence, émergence. C'est-à-dire que pour favoriser l'émergence des innovations, il faut créer des conditions catalytiques, c'est-à-dire rassembler des outils, rassembler des gens, les faire échanger, partager, comme dans ce lieu d'ailleurs, qui est fait pour ça, et puis faire converger les tendances. Et à partir du moment où la catalyse et la convergence sont positives, qu'est-ce qu'on voit? On voit émerger les innovations. Elles émergent. Elles ne sont pas créées comme ça, ex nihilo. Elles émergent. Je donne un dernier exemple. Quand Google met au point Google Earth, issu d'ailleurs d'un système chez Google qui s'appelle Bluetooth, où les gens ont 20% de leur temps payés à ne rien faire. 20% de salariés sont payés à rien faire, à rêver. Donc ils ont sorti 43 produits nouveaux, dont Google Chrome, Google Earth. Créer Google Earth, c'est gratuit. D'accord, c'est gratuit, mais c'est un écosystème. Google Earth va créer des tas de conditions. Des webcams vont pouvoir regarder le monde en différents endroits qu'on a repérés sur la carte. Ça crée des trucs pour le tourisme. Des agents immobiliers, quand ils vendent leur maison,
Ils montrent l'image de Google pour que les gens voient qu'il y a des arbres à côté, que la rivière ou la mer n'est pas loin. Et eux vont payer à Google un API, Application Program Interface, qui va générer des revenus. C'est pas beaucoup d'agents immobiliers, mais multiplié par les millions de personnes sur Internet, ça fait beaucoup. Donc, ce que j'essaye de dire, c'est que de créer un écosystème innovant booste d'autres innovations à partir de cet écosystème. Et je pourrais continuer aussi sur le smartphone, qui est un écosystème lui-même et qui crée des conditions d'innovation grâce à ce qu'il est. Luc, vous vouliez réagir là-dessus? Oui, en fait, dans le système capitaliste moderne, qui est un système qui est entièrement voué à l'innovation, c'est sa seule finalité. La politique de l'offre est absolument essentielle. Là-dessus, Schumpeter, à mon avis, le plus grand économiste du XXe siècle, a raison. Il y a 3 grands domaines d'innovation. Il y a la rationalisation de la production. Par exemple, Amazon travaille en permanence sur la logistique. Quand ils annoncent qu'ils vont livrer par des drones, bien sûr que c'est une blague, mais un jour ce sera vrai, ou en tout cas, c'est pas loin d'être vrai. Et donc, ils travaillent énormément sur la rationalisation de l'organisation de l'économie. Il y a un deuxième secteur, c'est que, évidemment, c'est l'offre qui crée la demande. Rendez-vous compte qu'il y a 80 millions d'abonnements de téléphones portables en France. 80 millions d'abonnements, je ne parle pas des appareils, je parle des abonnements. Alors il y a plus de cartes SIM que d'habitants. Exactement, beaucoup plus de cartes SIM que d'habitants, alors que la demande n'existait pas il y a 10 ans, ou pratiquement pas, elle était nulle. Donc là, c'est l'offre qui a créé la demande, donc c'est la vraie innovation. Et puis le troisième secteur qui est passionnant, quand même, et ça ne contredit pas du tout ce que vient de dire Joël, c'est le secteur des produits. Quand vous regardez par exemple la logique des iPhones qui se succèdent, la seule finalité du système capitaliste, on le voit avec cet exemple-là, c'est de démoder. Et d'ailleurs, ce qui est fascinant, quand vous regardez l'histoire de la mode, qui est un sujet tout à fait intéressant, parce que la mode, elle est par excellence, elle est l'innovation à l'état chimiquement pur. La logique de la mode, elle est unique. Il s'agit uniquement de démoder. C'est la seule logique de la mode. Il s'agit de faire en sorte que les vêtements que vous avez dans votre armoire, même s'ils sont encore très bons, très solides, pas troués et qui vous protègent du froid ou de la pluie, vous ne puissiez plus les mettre. C'est la seule logique de la mode. Elle ne vise qu'à démoder. Là, l'innovation destructrice est visible à l'état chimiquement pur. Et ce qui est très très frappant, c'est que la mode, donc cette logique de l'innovation qui détruit, qui rend obsolète tout ce qui est ancien, cette logique de la mode n'existe pas dans les sociétés traditionnelles. Le sari indien, ça ne bouge pas pendant des millénaires. Le kimono japonais non plus. Quand vous regardez la calligraphie chinoise, j'ai une amie en Chine qui est spécialiste de la calligraphie chinoise, à 2000 ans d'intervalle, on ne peut pas dater, sauf un super spécialiste, mais on peut à peine dater la différence entre 2 calligraphies. L'art nègre, pareil. La fonction de l'art dans les sociétés traditionnelles, c'est de transmettre les valeurs de la tradition, et l'innovation est interdite. Pierre Clastre, peut-être l'élève le plus brillant de Lévi-Strauss, avait écrit un livre qui s'appelait « La société contre l'État », qui était consacré à l'analyse des tribus amérindiennes, des Indiens Guayaki notamment, et il montrait que lorsque le chef indien se mêlait d'innover, proposait un changement dans la coutume, il était immédiatement mis à mort. Non pas du tout que les Indiens fussent des imbéciles, ce n'est pas le problème, c'est la société qui est organisée contre l'innovation, par le refus de l'innovation, parce que dans les sociétés traditionnelles, on est dans des sociétés qui sont des sociétés de respect des anciens, des ancêtres, des dieux, des coutumes, des traditions, où l'innovation est interdite. Et donc dans ces sociétés-là, avant le capitalisme, si vous voulez, la mode n'existe pas, et l'art est un art du plagiat. Le plagiat, non seulement ne tombe pas sous le coup de la loi, mais il est impératif. On doit imiter ce qui a toujours fait, par exemple dans la calligraphie chinoise ou dans l'art dogon, on doit imiter ce qui a toujours été fait par les ancêtres. Alors que chez nous, avec la naissance du capitalisme, on va rentrer dans un art de l'innovation permanente, de la rupture permanente avec la tradition, et à la limite, c'est d'ailleurs le cas aujourd'hui, le plagiat tombera sous le coup de la loi, là où il était obligatoire dans les sociétés traditionnelles. Donc il faut bien voir qu'il y a des secteurs différents d'innovation et que, évidemment, dans les objets ou dans la rationalisation de la production, peut-être même dans la création de l'offre, ça peut être formidable. En revanche, dans la destruction des traditions, c'est beaucoup plus problématique. Je m'arrête là, mais pour qu'il n'y ait pas de malentendu, moi je suis à fond pour le mariage gay, ça me dérange absolument pas. Du moment qu'on ne me force pas à épouser Joël, tout va bien. Mais
mais je pense que la société démocratique, c'est l'organisation de la coexistence pacifique de modes de vie différents. Donc je suis tout à fait pour cette loi, mais je comprends parfaitement qu'un juif traditionnaliste ou un catholique traditionnaliste trouve que c'est une abomination. Et encore une fois, si peu que vous soyez attaché au monde ancien, que ce soit un coin de tradition spirituelle, religieuse, esthétique, morale, ou un coin de paysage de votre enfance dévasté par des maisons modernes, vous n'aimerez pas ce monde de l'innovation parce qu'il a une face obscure. Voilà. Donc il est à la fois formidable et détestable. Et ce qui est désespérant en France, c'est qu'on organise toujours des débats pour-contre. Alors il faut dire que l'innovation est détestable ou il faut dire qu'elle est formidable, alors qu'elle est les deux tout simplement, et qu'on a le droit de penser qu'elle est les deux. Comme toujours, ce débat entre optimisme et pessimisme pour l'avenir, voilà, avoir l'audace d'une vision positive de l'avenir, de qualifier auprès de beaucoup de journalistes d'optimistes, et il est ou optimiste ou pessimiste. Mais pour revenir à cette histoire de démodage, si ça se dit, technologique, je pense que la mode existe aussi dans les apps, les applis, dans les logiciels, dans les outils, après l'iPhone 5, l'iPhone 6. Alors je pense qu'il y a une certaine utilité aussi à la rénovation, au reset de beaucoup de choses, et je pense qu'il faut aussi pouvoir se mobiliser contre trop de changements. Et c'est pourquoi, après avoir écrit un livre qui s'appelait « Branchez-vous », je dis « débranchez-vous ». Apprenez à vous déconnecter. Apprenez que la sagesse et le bon sens sont parfois plus importants que l'excès d'information. Et donc, à côté du financement de l'innovation qui est voulu par le venture capital ou maintenant le crowdfunding, il faut aussi savoir sélectionner, choisir, éviter la gadgetisation. Le venture capital, d'ailleurs, c'est un mot très intéressant parce que ça ne veut pas dire, comme on l'a traduit en français, le capital risque. Ça veut dire le capital aventureux. C'est-à-dire qu'ensemble, on tente une aventure dans un produit nouveau, dans un projet nouveau. Et ce capital risque, venture capital, a conduit à la création de start-up, de beaucoup de sociétés, qui certes ont été un excès parfois en remplaçant un produit par un autre, et tu le décris très bien dans ton livre, L'innovation destructrice, mais qui en même temps forcent à repenser nos modes de vie. Et ça, c'est presque plus important que l'usage de l'outil lui-même, repenser les modes de vie. Et je voudrais terminer cette petite introduction après ce que tu viens de dire sur la formation. Je parlais du venture capital, mais je voudrais aussi parler de la culture de l'innovation. Parce que ce n'est pas qu'une éducation. La culture de l'innovation, au sens traditionnel du terme, pas des systèmes innovants, c'est la capacité systémique de comprendre les interdépendances entre les différents facteurs qui peuvent conduire à une ouverture nouvelle vers quelque chose qui n'existait pas encore. Et tout à l'heure, Véronique, vous avez parlé d'innovation sociale. Et là, oui, l'innovation sociale, elle naît de la capacité de changer dans les modes de vie les interdépendances entre différents facteurs qui sont considérés comme acquis. Donc, on doit faire une formation, non pas à l'innovation. Et d'ailleurs, je me fais souvent critiquer parce que j'ai dit aux responsables d'entreprise que je ne crois pas au rôle d'une direction de l'innovation. Je crois que la direction de l'innovation va enterrer l'innovation, au contraire. En revanche, ce que je crois que peut faire une direction de l'innovation, c'est de créer les conditions catalytiques pour que les gens échangent, un peu encore comme dans ce lieu, qui est fait pour le partage, que les gens échangent. Des hacker studios en Californie sont là où les gens donnent tout. Ils ne prennent pas de brevets, ils ne se protègent pas, il n'y a pas de secret, ils donnent tout aux autres. Et donc c'est dans ce partage que l'on voit des routes et des pistes nouvelles pour innover au sens classique du terme dans les systèmes sociaux et donc changer les comportements, changer les modes de vie. Alors justement, en France, on critique un peu, les économistes critiquent les sociétés françaises et l'organisation qui a beaucoup de mal à innover, à changer. Alors on a peur du principe de précaution, on est bloqué par le principe de précaution, on a peur de l'échec aussi. Comment on peut dépasser ces blocages-là? Parce que c'est, comme vous le disiez tout à l'heure l'un et l'autre, c'est une culture, une philosophie même, l'innovation. Alors, je dis un mot là-dessus, et puis je laisse Luc, parce qu'il a beaucoup réfléchi au principe de précaution. Moi, je pense que, comme je le disais tout à l'heure, les structures et les mentalités sont tellement difficiles à faire changer qu'il faut procéder par plusieurs techniques que j'appelle le contournement, la désintermédiation, et même un mot qui va vous faire rire, la subversion, C-Y-B-V-E-R-S-I-O-N. C'est-à-dire d'utiliser tous les outils numériques, Twitter, Facebook, Google, Skype et compagnie, pour pouvoir créer des foyers de changement qui conduisent effectivement à détourner les pyramides de pouvoir, que sont les pyramides du pouvoir politique ou souvent du pouvoir industriel ou du pouvoir éducatif, pour pouvoir créer ces germes de changement. Et donc je pense que ces moyens existent, sont mis en œuvre par la génération dite du millénium. En grande partie, il y en a ici dans cette salle, mais c'est plutôt 15-30 ans, qui sont en train de mettre en œuvre ce genre de technique par petits coups d'acupuncture sociétale,
en modifiant des petites choses à la fois, mais dont les effets synergiques sont énormes. Très bien décrit par Jeremy Rifkin dans son dernier livre, The Zero Marginal Cost Society. Donc oui, il y a des moyens de changer. Le contournement est plus important et la désintermédiation que d'essayer de convaincre les politiques. Mon cher Luc, je pense que le principe de précaution, c'était une erreur de le mettre dans la Constitution. Je continue de le dire comme beaucoup de scientifiques. Et je lui préfère, et je l'expliquerai ce que c'est si tout à l'heure j'en ai l'occasion, le principe d'attrition. Le principe de précaution, en gros, c'est tant que les scientifiques ne nous ont pas dit qu'on pouvait y aller, on n'y va pas, et même on l'interdit. Le principe d'attrition, c'est même si les scientifiques ne nous ont pas dit qu'on pouvait y aller, nous, en tant que société, nous partageons le risque de penser qu'il y a peut-être plus d'avantages que d'inconvénients. Oui, le principe de précaution est à mes yeux une absurdité totale et l'inscription dans la Constitution m'a consterné, mais bon, c'est la seule fois de ma vie que j'ai eu un patron, Jacques Chirac, et il y tenait beaucoup, rien. Mais en plus, je n'étais pas ministre de l'écologie. Bon, donc voilà, j'ai dit ce que j'en pensais, mais je n'ai pas pu m'y opposer. D'autant que la formulation française est particulièrement stupide. Hein, la formulation française, l'idée est la suivante. Déjà dans la loi Barnier, puis après dans l'inscription constitutionnelle en 2005, l'idée est la suivante, c'est que ça n'est pas parce qu'un risque n'a pas été démontré qu'il ne faut pas interdire. C'est ça la formulation. Ce qui fait que vous pouvez interdire n'importe quoi. Et d'ailleurs, la première interdiction prononcée par le Conseil d'État, contre d'ailleurs le ministère de l'Agriculture, c'est l'interdiction de la mise sur le marché d'un certain nombre d'OGM. Et le cas des OGM est très intéressant parce que ça fonctionne vraiment sur la logique de la peur, qui n'est pas anecdotique, quelque chose de très profond, qui est assez passionnant d'ailleurs à regarder. Bon, si je voulais plaisanter, je vous dirais, voilà, on a peur de tout aujourd'hui dans les sociétés européennes. On a peur du sexe, de l'alcool, du tabac, de la vitesse, des côtes de bœuf, des volailles, des nanotechnologies, de la Turquie, de la mondialisation, du réchauffement climatique, de Claude Allègre et de mille choses plus abominables encore, si c'est possible. Mais je ne blague pas maintenant. Regardez le cas des OGM. Personne n'a jamais réussi à démontrer dans le monde qu'aucun OGM n'était véritablement dangereux. En admettant même que le maïs Monsanto soit pas un truc formidable, on a tous lu et vu et démontré que l'enquête de Seralini à Caen était totalement bidonnée et qu'elle ne tenait pas la route 10 secondes. Elle a été condamnée par tout ce qui compte dans le monde, y compris par toutes les académies en France, tout ce qui compte dans le monde d'institutions scientifiques. Donc tout ça ne tient pas la route. Et en admettant même, encore une fois, que le maïs Monsanto soit pas bon, il y a 1000 autres sortes d'OGM qui rendent des services. Bon, notamment des riz qui supportent les inondations, ou au contraire des céréales qui peuvent croître avec 15% moins d'eau, dans l'eau salée, ou en Afrique avec 15% moins d'eau. Chez nous, c'est pas très grave, 15% moins d'eau, mais là-bas, c'est très important. Et donc, comment ça marche? En fait, moi, j'ai beaucoup regardé la littérature sur les OGM depuis 20 ans. Ce qui est mobilisé en permanence, c'est le grand mythe de Frankenstein. Frankenstein, c'est un mythe extrêmement profond. C'est pas simplement Marie Shelley. Ça vient du fond des âges, de la théologie du XVe siècle en Allemagne, et puis avant de la mythologie grecque. Et l'idée est la suivante, c'est un mythe de la dépossession. Le mythe de Frankenstein, c'est l'histoire d'une créature qui échappe à son créateur. C'est l'histoire d'une dépossession, d'une perte de contrôle. Le docteur de Frankenstein fabrique son monstre et avec des cadavres, il lui donne la vie avec l'électricité du ciel, et puis le monstre échappe à son créateur. On applique le schéma au petit grain de maïs et on dit le pollen transporté par le vent jusqu'à 150 km au loin échappe au docteur Folamour qui l'a fabriqué. Et donc, en fait, vous voyez, ce qui joue, ce qui fait marcher la peur, hein, c'est cette idée de perte de contrôle, cette idée de dépossession. Personne ne peut démontrer qu'aucun OGM n'est dangereux, mais on peut laisser penser à nos concitoyens, et d'ailleurs il y a 80% des Français qui sont contre les OGM, on peut leur laisser penser que la perte de contrôle, la dépossession est dangereuse. Et alors, écoute, c'est important ce que tu dis, parce qu'on la retrouve, cette perte de contrôle, dans la fameuse sortie de Stephen Hawking, qui est quand même des plus grands scientifiques au monde, vivant dans des conditions très difficiles, puisque vous savez que Stephen Hawking, qui est atteint de la maladie de Charcot, l'amyotrophie latérale qui le paralyse complètement, ne peut parler qu'avec un ordinateur. Or, Stephen Hawking, il y a 2 semaines, à la BBC, a dit, tout à fait ce que tu viens de dire sur la perte de contrôle, attention, en créant des robots, des ordinateurs très intelligents, des réseaux d'ordinateurs communiquant entre eux, l'homme crée la pire arme contre lui. On va détruire l'humanité parce qu'on va faire des robots plus intelligents que nous et des réseaux, à la Joël de Ronet, donc le Sybionte, et le macroscope et le cerveau planétaire, qui vont
transformer l'homme en esclave. Et moi, je me suis permis de m'opposer à cette vision de Stephen Hawking de perte de contrôle en disant qu'au contraire, il est fort possible, je ne suis pas le seul à penser ça, d'autres philosophes dans le monde le pensent, que les systèmes plus intelligents, ce qu'on appelle l'intelligence, est-ce que c'est résoudre des problèmes, avoir 150 de quotient intellectuel, d'écrire un livre même, les robots vont progressivement prendre la place non seulement des cols bleus, ils le font déjà, mais des cols blancs. Attention, c'est-à-dire que des agents intelligents, virtuels, vont faire ce que fait un avocat, un notaire, un juriste, voire un prof, voire un consultant, sans doute pas avec autant d'émotion et d'abstraction, mais ils vont pouvoir le faire. Donc, Stephen Hawking a tort, parce que des systèmes plus intelligents que nous, de ce qu'on appelle nous l'intelligence, vont permettre de débloquer dans notre cerveau, exactement comme la machine mécanique a soulagé l'homme de casser des pierres, de pomper de l'eau, de labourer, et ça a débloqué dans son cerveau des éléments comme l'art, la musique, la science, eh bien, il est fort possible que grâce à cette intelligence qui pourrait nous rendre des esclaves, en même temps, elle peut libérer dans notre cerveau des dimensions qui aujourd'hui sont occultées par la concurrence, par le mépris de l'un de l'autre, le non-reconnaissance des diversités, le non-respect, la non-générosité, le non-empathie, et donc que nous atteignions d'autres dimensions de l'esprit humain. J'aimerais qu'on parle un petit peu, revenir un peu terre à terre tout à coup, mais qu'on parle un petit peu des GAFAMA, les fameuses entreprises du numérique, Alors, les GAFAMA, entreprises il faut rappeler Alors, ce que c'est le danger des GAFAMA. GAFAMA, ce sont les initiales de Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, Alibaba. Alibaba étant la plus grande entreprise mondiale de e-commerce, elle est chinoise, elle est rentrée à la Nasdaq il y a 1 mois et demi, à 25 milliards de dollars. Donc, ces monopoles numériques qui sont en train de se créent en fait un vrai danger de nouveaux monopoles. Ce n'est plus les monopoles traditionnels du pétrole, de l'industrie automobile, industrielle pure. Ce sont des monopoles numériques, ils sont mondiaux. Ce sont, comme l'a appelé aussi Véronique dans un article avec son mari, un article très intéressant qui les a traités d'entreprises-États. Ce sont des entreprises-États. Nous sommes, et ça Luc le sait bien, des États-nations pyramidaux qui sont créés pour l'élection sur le court terme et local, donc nos politiques sont locaux et court-termistes, alors que ces entreprises sont des entreprises-États, elles travaillent dans le monde entier, elles ont potentiellement 5 milliards de clients, pas la population totale du monde, mais la population qui n'a pas en fait de domicile réel, de résidence, ils ont une résidence numérique, qui ont une monnaie internationale et pas simplement la monnaie de leur pays, qui ont la possibilité de se délocaliser constamment en achetant les produits. Et qu'est-ce que font ces entreprises-États? Ils peuvent accumuler non seulement du big data sur nous, non seulement sur l'information qu'ils revendent, mais bientôt sur nos gènes, puisque Google est en train de rentrer dans tout le domaine biologique avec Calico, qui veut dire Californian Life Corporation, ou Google X. Et donc, ils représentent un danger monopoliste. Ils ont du cash et une puissance et un pouvoir qui leur permet, ne payant pas les impôts dans les pays où ils travaillent, de racheter complètement, s'ils veulent, l'industrie automobile française. Et donc, ils rentrent dans tous les secteurs dans lesquels il y a des produits classiques pyramidaux. La banque, l'assurance, le tourisme, le loisir, le luxe, l'immobilier, l'automobile, l'éducation. Ils sont en train de rentrer partout. Alors, nous en sommes aussi avantagés, c'est du win-win, on est leurs esclaves, on crée de la valeur ajoutée pour eux, chaque fois qu'on va sur Facebook ou sur Google chercher quelque chose sur un moteur de recherche, mais en même temps, on en tire un avantage, mais ça va trop loin. Moi, je pense, je ne sais pas ce que Luc en pense, mais je pense que maintenant, ce monopole numérique va trop loin. Il faut que les citoyens que nous sommes, par la co-régulation citoyenne, montrent que nous ne pouvons pas nous opposer, mais réguler leur extraordinaire monopole à l'échelle mondiale. Il faudrait aller vers, tu ne vas pas trop aimer ce mot, mais une sorte de néo-syndicalisme mondial, comme à l'époque du début de l'entreprise capitaliste, on a créé des syndicats pour protéger les droits au travail, le risque et le danger du travail. Il faut que nous créions, nous, une sorte de cyber-boycott, une possibilité de leur dire, attendez, là vous allez trop loin, il y a nous derrière, il y a notre vie privée, on n'a pas envie d'être fliqués dans tout ce que nous faisons, et les États ne peuvent pas le faire. Les États sont désarmés vis-à-vis de ces entreprises-États.
Je vais relier ce que tu viens de dire très bien et qui est tout à fait passionnant, tout à fait, à mon avis, tout à fait juste, si je peux me permettre, avec la question de la dépossession et du petit grain de maïs transgénique, parce que les deux problèmes sont reliés. En fait, ce qui se passe aujourd'hui et qui explique le sentiment de crise politique que nous traversons et de désespoir politique, surtout en France, parce que la France est le plus vieil État-nation du monde. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que dans le contexte de la mondialisation, les leviers des politiques nationales ne lèvent plus rien du tout. C'est ça, le phénomène politique majeur de la deuxième moitié du XXe siècle. C'est la montée de l'impuissance publique. Vous pensez bien que si nos dirigeants de droite ou de gauche étaient capables de réduire le chômage, ils ne s'en priveraient pas, ils ne sont pas diaboliques, ils ne sont pas démoniaques. Et donc s'ils ne le font pas, c'est qu'ils n'y arrivent pas. Pourquoi ? Pour dire les choses très simplement, dans le contexte de la globalisation, et je rejoins tout à fait ce que disait Joël, les politiques étatico-nationales, politique allemande, italienne, française, espagnole, etc., elles sont restées locales alors que le marché est devenu global. Et ces grandes entreprises le démontrent chaque jour. Et dans ce contexte-là, la discrépance entre des politiques locales, c'est-à-dire nationales, et un marché mondial qui est global, elle est immense, de telle sorte que, encore une fois, les leviers des politiques nationales ne lèvent pratiquement plus rien. Et c'est ça que nous vivons aujourd'hui. Et c'est pourquoi, évidemment, à l'extrême droite comme à l'extrême gauche, je ne vais pas faire de politique politicienne, ça ne m'intéresse pas, on a une très grande tentation, et qui est très tentante pour beaucoup de nos concitoyens, de revenir au cocon de la solidarité nationale, de la frontière, revenir à l'identité malheureuse, revenir donc à ce cocon national bien français. Hein. C'est aussi bien la thèse du front de gauche que la thèse du front de droite. C'est on sort de l'Europe, on revient au franc, on revient à la frontière, etc., au protectionnisme européen. Et c'est évidemment la catastrophe absolue. Le grand paradoxe, à mon avis, de ces grands critiques de l'Europe, c'est que le seul niveau auquel nous puissions, Européens, reprendre la main, c'est le niveau européen. Et donc, paradoxalement, voyez, on se trouve dans une situation extrêmement difficile à expliquer publiquement et dans un débat ouvert. C'est que, en gros, les critiques que l'extrême droite et l'extrême gauche adressent à l'Europe sont la plupart du temps très justes. Par exemple, on n'a jamais vu dans l'histoire de l'humanité une monnaie exister sans qu'il y ait un souverain unifié derrière. Là, on est dans la zone euro, on a 18 pays dans la zone euro, 18 taux d'endettement différents, 18 taux d'intérêt différents, aucune unification fiscale, aucune harmonisation monétaire, ça n'a strictement aucun sens. Donc toutes les critiques de l'euro sont bonnes. La conclusion qu'en tirent l'extrême droite et l'extrême gauche, c'est qu'il faut sortir de l'Europe. La critique est juste, la conclusion est absurde. C'est ça qui est très difficile à faire comprendre. La seule conclusion qui tienne, c'est que dans le contexte de cette impuissance publique, et je rejoins exactement ce que disait Joël sur la nécessité d'une espèce de syndicalisation des citoyens face à ces immenses entreprises internationales, bien sûr, et donc face à cela, pour nous, Européens, la seule réponse, c'est un vrai fédéralisme européen, au minimum au niveau monétaire, économique et social. Hein. Hors de l'Europe, on est fichu. Et donc, au minimum, encore une fois. Et ça pose à terme un problème qui est tout à fait passionnant et qui n'est plus une utopie, c'est le problème de la gouvernance mondiale. Non pas du gouvernement mondial, qui est une absurdité, mais d'instances de régulation mondiale. C'est ça, évidemment, qui se profile à l'horizon, aussi bien sur le plan monétaire financier que sur le plan écologique, notamment. Et donc là, on a vraiment devant nous une perspective qui est à la fois exaltante et en même temps assez angoissante, parce que, évidemment, on est très loin de compte et que nos politiques, je ne vais pas être désobligeant, mais enfin, c'est des gamins mal élevés, pour dire les choses franchement. Et ça se voit chaque jour. On a des politiques qui ont complètement perdu le sens de l'histoire et qui sont totalement incultes. Au fond, voilà, jusqu'à Giscard, on avait des gens qui avaient connu la guerre et qui, du coup, sachant d'où ils venaient, savaient où ils allaient. Ils avaient, si je puis dire, le sens de l'histoire, sans être historiens, incarné entre eux par leur biographie. Là, on a affaire à des hommes politiques dont qui sont tous sauf idiots, ils sont très intelligents, mais leur seule culture, c'est la com d'un côté et la télé de l'autre. C'est-à-dire ce qu'il y a de plus dramatique en France. Alors, je te reprends sur ces deux mots, si vous permettez, Véronique, sur le mot gouvernance et sur le mot inculture. Je pense que tu as parlé de gouvernance mondiale. Moi, j'ai lu avec effarement les rapports qui ont été produits européens sur la gouvernance
Internet de l'Europe. J'étais effaré, parce que c'est une série de réglementations sans comprendre la culture qu'il y a derrière. Et là, je reviens à ton mot de culture. Tu parles d'inculture. Moi, je sais ce que c'est que la culture de la génération du millénium. On a créé un groupe qui s'appelle Flow, Fluidité, Liberté, Ouverture, Wiki, de jeunes qui ont moins de 30 ans et qui ont fait déjà quelque chose de leur vie. Et on les écoute beaucoup. Et donc, ce qu'ils nous disent, c'est que ces politiques sont incultes. Ils sont hors jeu par rapport à la compréhension d'un monde complexe qui est en train de naître, dont eux, ils ont pris la dimension de la complexité, peut-être avec les jeux. Là, je vais être critiqué par les éducateurs, mais la complexité des jeux vidéo du départ, ils sont tous nés avec un joystick dans la main, permet de naviguer dans des labyrinthes d'une incroyable complexité. Et donc, la situation de la complexité du monde dans lequel on est leur apparaît plus solvable ensemble que par la cause et l'effet du bon cartésianisme traditionnel. Donc, nos politiques, et je te rejoins complètement là-dessus, sont incultes par rapport à la culture du numérique, n'en parlons pas. Nos élites sont déconnectées par rapport à la culture du numérique, pas à l'usage d'une appli ou d'un logiciel particulier, ou de savoir tapoter sur une tablette ou sur un iPhone. Mais ils sont incultes par rapport à la culture du numérique. La culture du numérique, c'est de comprendre que dans un écosystème numérique, on ne se pose plus la question de l'outil, mais de qu'est-ce qu'on va faire et comment on va le faire. Avec qui? Puisque les outils sont là. Les politiques n'ont absolument pas cette vision de cette culture. Et par ailleurs, en plus de ne pas avoir la culture numérique, ils n'ont pas la culture de la complexité. Ils pensent en termes cartésiens, de l'analyse, mais pas en termes systémiques des interdépendances. Et donc, on est mal barré. Oui, je dirais qu'ils n'ont ni la culture classique, parce que je pense que l'histoire, c'est très important. Hein. D'ailleurs, même si on n'est pas passionné de psychanalyse, quand même, il y a quelque chose de fondamentalement juste dans la psychanalyse, c'est que si on ne sait pas d'où on vient, on ne sait pas on ne sait pas où on va. Et donc, le passé, quand on l'ignore, est le plus grand déterminisme qui soit. Et donc, comprendre son passé, connaître son passé, c'est quand même quelque chose d'extraordinairement important. Et donc, la culture classique est très importante. Mais ce qui est très frappant avec nos politiques aujourd'hui, encore une fois, ce sont des gens très intelligents. Le cerveau fonctionne. On n'arrive pas là-haut en étant un crétin, c'est pas vrai, il ne faut pas être poujadiste. Mais ils n'ont ni la culture historique, ni la culture contemporaine, ni l'un, ni l'autre. Je n'entends aucun politique parler du big data aujourd'hui, ni des nanotechnologies. Or, c'est les deux grandes révolutions des 10 années qui viennent. Et elles sont déjà là. Et c'est fascinant. Il n'y a pas, peut-être Fleur Pellerin, je ne sais pas, mais je ne vois pas ni Hollande ni Sarkozy savoir même ce que c'est que des cookies quand on va sur Internet. Or, par exemple, quand vous regardez le modèle de la presse aujourd'hui, hein, la presse, elle est avec ces petits smartphones qu'on a dans la poche, on a les notifications en continu. Quand vous allez rentrer chez vous tout à l'heure, peut-être vous écouterez France Info dans la voiture. Et quand vous arriverez chez vous, si vous aimez vraiment l'information, peut-être vous regarderez iTélé ou BFM. Ce qui fait que vous aurez eu dans la journée 3 couches sur les mêmes faits, avec des commentaires plus ou moins développés. Comment voulez-vous que le patron du Figaro ou d'Aujourd'hui en France vous resserve une 4e couche demain matin ? Il est dans la logique de l'innovation destructrice à l'état chimiquement pur. Mais en plus, la presse papier, elle est concurrencée par les tablettes. Les mosaïques qu'on a sur son iPad, elles sont formidables. Mais en plus, par le fait que le système économique, le modèle économique de la publicité, puisque la presse fonctionne pour l'essentiel grâce à la publicité, beaucoup plus que par la vente au numéro, le modèle économique de la publicité, il est parti du papier, il est parti même de la télévision, vers Internet, vers les cookies. Tout ça bouleverse totalement le monde démocratique parce que ça touche au nerf de la guerre démocratique, si je puis dire, qui est l'information, et nos politiques n'y comprennent strictement rien. Mais non seulement ils n'y comprennent rien, mais ils l'utilisent mal. Même pas. Ils ont des blogs, quelquefois, mais sur un blog, ils font de la pub pour leur propre circonscription. Mais c'est pas eux qui les tiennent, tu sais. Pas du tout eux qui les tiennent. Et donc, l'important de ce que tu dis sur la presse, on le retrouve aussi dans l'industrie, sur le fait que pour changer radicalement, et là on reparle de l'innovation destructrice, il y a un mot que moi j'aime beaucoup, je voudrais qu'on amplifie un petit peu là-dessus, c'est le mot de disruption. Innovation disruptive. Disruption in English. Et ce mot de disruption a été créé par Jean-Marie Dru chez BDDP, et il a eu sa carrière. Alors qu'est-ce que ça veut dire, la disruption? Ça veut dire que dans une logique d'innovation continue, tout d'un coup il y a un changement, un seuil, un changement qualitatif que tu décris très bien dans l'innovation destructrice, mais il faut aller un peu plus loin. Ça veut dire que soit les industriels l'utilisent pour démoder les produits et lancer du nouveau, soit aussi
comme je le disais tout à l'heure, pour changer de mode de vie, changer de mode de comportement et être capable de trouver des failles et des couloirs nouveaux dans la manière d'agir ensemble et d'être ensemble. La disruption, elle n'arrive pas quand on la veut. La disruption, elle naît de l'émergence de facteurs qui se combinent les uns les autres et qui s'amplifient. Prenez le cas de la diligence, de la charrette et de la voiture. En quelque sorte, il y a une sorte de continuité de logique de l'innovation. On a mis le moteur, le cheval, on l'a mis à l'intérieur, avec le moteur, mais toujours assis avec un volant et 4 roues. Si vous prenez le télégraphe, le sémaphore, le fax et le smartphone, vous avez une disruption avec le smartphone qui sert à communiquer, mais en même temps, il est lui-même un écosystème innovant. Retenez bien ce que je dis. Le smartphone est un écosystème innovant parce que couplé avec un satellite et le GPS, il devient un navigateur dans la campagne. Et en plus, avec Google Earth, vous allez pouvoir retrouver sur Google Earth ce que vous avez fait. Moi, quand je fais du ski, je porte dans mon smartphone une petite application qui s'appelle Ski Data, qui me permet avec mes enfants ou mes petits-enfants de savoir par où je suis passé, quelle piste j'ai fait, combien de temps on a été, quelle est la vitesse maximum qu'on a atteint à tel endroit. Et sur Google Earth, voir la carte réelle de la montagne que nous avons descendue. Donc, le smartphone est un outil de navigation, entre autres, mais en même temps, grâce à un autre écosystème innovant, Google Earth, pour ne pas le nommer, il devient un système cartographique qui apporte de nouveaux éléments encore. Donc, c'est ça, la disruption. C'est le fait qu'on n'est plus dans la continuité de l'évolution. Et alors, faire de la disruption en éducation, tu t'imagines ce que ça veut dire? Ça veut dire changer complètement l'environnement, ça veut dire changer complètement... Mais en même temps, je suis d'accord avec toi, il faut garder la génétique de l'affaire, c'est-à-dire l'ADN de l'histoire, l'historique. S'il n'y a pas de racines, il n'y a pas de futur. Et les grandes innovations, s'agissant uniquement des méthodes de lecture, par exemple la globale, qui a quand même été une vraie rupture, ce n'est pas une disruption, mais c'est quand même une rupture, ça a été calamiteux, il faut quand même le dire. Et donc on a eu des innovations dans ce monde-là, mais elles n'ont pas été réussies, encore une fois. Et les MOOC, c'est formidable, les MOOC, moi je suis à fond pour, mais ça ne changera pas l'enseignement primaire. Les MOOC, ce sera intéressant au niveau de peut-être du lycée et surtout du supérieur, mais pas au niveau de l'école primaire. Là, ce sera très peu utile, très peu efficace. Il y a les SPOC. Maintenant, oui. Les SPOC, tu connais? Les SPOC, c'est Special Public Open Course. C'est des cours pour 100, 200 personnes avec le lien social et le lien humain. Avec derrière. Un grand problème qui est quand même le problème de l'évaluation des examens. Exactement. Ils s'évaluent entre eux. Et donc là, il n'y a pas de degré reconnu. Je vous écouterai pendant des heures. En plus, je n'ai pas tellement de travail à faire. Véronique a des questions. Formidable. Oui. Mais on va devoir rendre bientôt l'antenne. Alors moi, j'aimerais quand même qu'on parle aussi de l'innovation jugade dans le genre disruptif. L'innovation jugade. Ah, je crois que tu allais dire conjugale. Ce qu'on appelle faire plus avec moins. Ravi Najou. Navi Raju. Voilà. Et c'est faire plus avec moins, donc ça c'est intéressant, c'est très disruptif aussi. Donc on ne peut pas parler d'innovation sans parler de l'économie frugale. Et est-ce que l'avenir c'est à l'économie frugale? En 2 mots, à ce moment du débat, il faut en quelques phrases. C'est l'innovation frugale, c'est-à-dire on travaille par proximité, par échange, par capacité de vérifier tout de suite et d'évaluer l'idée qu'on a eue, ce qui est très important, parce qu'il ne peut pas y avoir de système innovant sans évaluation, sans raccourci dans l'innovation. Donc oui, à l'innovation frugale, qui est faite de petits bouts, et pas de grands systèmes, comme je disais tout à fait au début, genre IDI, ENVAR, gros financement, ça peut marcher. Simplement, ce qu'il faut retenir, si je peux me permettre, et c'est la dernière chose que je dis, de l'innovation de type jugade, c'est que c'est des systèmes innovants de nature systémique, encore une fois. On n'est pas causaliste, on ne dit pas si je fais ça, il va se passer ça, mais peut-être qu'en faisant ça, et ça, plus ça, alors peut-être que va émerger quelque chose qui va m'étonner, qui sera la base de ma future innovation. Alors on va passer aux questions Twitter, et puis vous pourrez conclure ensuite. Donc Éloi, je te passe... Oui, sur Twitter, ça a pas mal tweeté, forcément. Pas mal de questions également. Derrière votre écran, chez vous, vous avez été nombreux à poser des questions. Alors, le néo-syndicalisme a pas mal fait réagir. Les OGM également. Et alors là, ça a plutôt bien réagi ou mal. Mais on rappelle quand même que la propriété du vivant est un vrai sujet. C'est un sujet qui étrangle les petits producteurs. On parle de l'asservissement technologique également, donc on a parlé du GAFAMA. GAFAMA a pas mal fait parler également.
D'ailleurs, certains disent qu'on pourrait poursuivre les lettres à l'infini, puisque dedans, on peut citer Total, Monsanto, quelques banques d'affaires, etc. Pas tellement, si je peux peut-être interrompre une seconde. GAFAMA occupe une niche, c'est comme en écologie. Les premiers occupants d'une niche rendent très difficile l'occupation de la niche par d'autres espèces vivantes. C'est un système écologiquement bien connu et darwinien. Donc GAFAMA installés là où ils sont vont être très difficiles à déloger. Manuel, du coup, vous avez votre réponse, c'est parfait. Moi, j'ai noté une question autour de l'innovation, une innovation qui serait ultime. Est-ce que ce ne serait pas la redécouverte de l'humain? Une question posée sur le chat. Thème du prochain forum Changer d'air le 3 juin prochain. Moi, je laisse Luc répondre. Sans transition préparée. C'est de ça, non pas parce que philosophe machin, mais c'est évidemment le plus intéressant parce que quand on regarde les grandes innovations dans le domaine du sens, dans le domaine de ce qui donne du sens à nos vies, qu'est-ce qu'une vie bonne pour les mortels, comme disaient les Grecs. Quand on regarde simplement depuis la Révolution française, et pour se borner à la question politique, ce qui a donné du sens aux grands projets politiques depuis 1789 en Europe et un peu partout dans le monde, en gros, pour aller vite, les grands foyers de sens, c'était la nation à droite, le patriotisme d'un côté, et puis de l'autre côté, à gauche, c'était la Révolution. Quand j'étais gamin en 68, tous mes camarades, qu'ils fussent de gauche, qu'ils fussent anarchistes, trotskistes, maoïstes ou communistes, étaient révolutionnaires. Et quand il y a eu les contre-manifestations, tous les gaullistes lisaient un journal qui s'appelait La Nation, dirigé par un journaliste qui s'appelait Pierre Charpy, très sympathique d'ailleurs. On était patriotes, nationalistes à droite et révolutionnaires à gauche. Je prétends que ces deux grands moments du sens politique, ces deux grands foyers de sens, comme dans un tableau en perspective, le point de fuite donne de l'organisation et du sens à tous les objets et personnages particuliers, ces deux foyers de sens sont aujourd'hui pratiquement morts. Ils sont comme des coupes de champagne qui a perdu ses bulles. Et ce qui est apparu à la place, et que les écologistes d'ailleurs ont compris, c'est à mon avis une de leurs rares vertus, c'est que la question qui allait dominer la vie politique dans le monde, et singulièrement en Occident, la nouvelle question, et là il y a une vraie nouveauté, il y a une vraie rupture, et elle est systémique pour le coup, elle n'est pas simplement anecdotique, eh bien c'est la question des générations futures. La question, au fond, si je la traduis en termes plus simples, la question de savoir quel monde, nous les adultes, nous prendrons la responsabilité de laisser à nos enfants, c'est-à-dire à l'humanité qui vient. Ce n'est pas simplement une problématique égoïste et repliée sur la famille, c'est aussi une problématique complètement universaliste parce que nos enfants, c'est l'humanité qui vient. Et cette nouvelle question, elle a été introduite par une révolution qui est à mon avis la révolution la plus importante dans l'histoire de l'Occident depuis la naissance du christianisme, plus importante que la Révolution française, c'est l'invention du mariage d'amour en Europe. C'est le passage du mariage de raison, du mariage arrangé, par les villages, par les familles, au mariage choisi par les jeunes gens ou par les plus vieux, on peut se marier à tout âge, avec des conséquences qui sont abyssales sur nos vies et qui font que, pour des raisons que je ne peux pas raconter là parce que ce serait trop long, l'amour et l'amitié sont devenus des passions ou des sentiments qui sont des facteurs métaphysiques de sens. Et donc c'est ça qui a bouleversé nos vies. Et donc c'est ça qui induit, au fond, médiatisé, si je puis dire, par nos enfants, cette problématique des générations futures, et qui ne touche pas simplement le problème de l'écologie, je m'arrête là, qui touche tous les secteurs de la vie politique. Quel monde on va laisser à ceux qui viennent? C'est la question de la dette. Est-ce qu'on va leur laisser une ardoise? C'est la question du choc des civilisations. Est-ce qu'on va laisser un monde en guerre avec l'islamisme? C'est la question de l'avenir de la protection sociale, du dumping social. Est-ce qu'on laissera de quoi payer l'assurance chômage, l'assurance maladie, l'éducation, etc. Toutes les grandes questions politiques vont se réorganiser dans les années qui viennent, non plus autour de la nation, la France, la France, la France, non plus autour de la révolution, c'est carbonisé, personne n'en veut plus, mais autour de la question des générations futures, c'est-à-dire encore une fois la question de la jeunesse, de notre jeunesse. Et cette révolution-là, elle est abyssale, elle a des connotations sans fin. Je remercie beaucoup Luc là, d'avoir parlé d'amour dans un lieu qui est dévolu à l'innovation et où on a beaucoup parlé d'innovation technologique. Et ça me fait revenir sur cette petite phrase qu'on a lancée un peu tous les deux au début, de se déconnecter, se débrancher, penser au lien social, penser au lien humain, penser à l'autre, penser à l'empathie, à l'altruisme, à la générosité. C'est lié à l'amour, à l'agapé, que tu décris très bien dans un autre livre. Je pense que ça va devenir des valeurs essentielles. C'est pourquoi le forum
de l'année prochaine, enfin du 3 juin, c'est cette année, c'est Au-delà du numérique, retour à l'humain. Et j'en veux pour preuve le fait que de plus en plus de gens commencent à considérer qu'au-delà de la technologie, il y a aussi des vieux trucs, genre la sagesse. Tu parlais des tribus anciennes qui se réunissaient autour du sage. Il y a aussi le bon sens, c'est un truc qui a l'air complètement ringard, mais c'est la capacité, d'une manière systémique et intuitive, de dire pourquoi pas ça plutôt que ça. C'est ce qu'on appellerait en mathématiques une démarche heuristique, plutôt qu'une démarche causaliste. Donc tous ces éléments sont en train de se mettre en place progressivement dans le monde d'aujourd'hui, et il est trop dommage que le pessimisme, le scepticisme ambiant, et surtout l'ironie des journaux et des médias ne voient pas que l'amour, l'audace d'une pensée positive pour le futur, la rencontre de l'autre, le respect de la diversité, la confiance sont des éléments qui font que cette génération est en train de construire un autre type de monde tout à fait différent de celui dans lequel nos parents ont vécu. Éloi, je crois qu'on a terminé pour les questions. On a terminé. On aurait pu continuer, mais... On pourrait évidemment continuer pendant des heures, mais nous avons un rendez-vous, il dure 1 heure. Donc il reste 5 minutes. Véronique, je vous laisse quelques minutes avant de conclure avec nos amis internautes. Alors moi, je vous remercie déjà d'avoir participé à ce débat empathique qui était vraiment très très intéressant, très dynamique. Alors je rappelle les titres des derniers livres de nos invités. Donc Luc Ferry, l'innovation destructrice. Je pense que les couvertures se sont affichées à l'écran tout à l'heure. Sagesse d'hier et d'aujourd'hui. Sagesse, justement. Sagesse, bien sûr. Et puis Joël de René, Surfer la vie, qui est Comment survivre dans la société fluide, aux éditions LLL. Et les autres livres étaient chez Flammarion, les deux, je crois. Et Plomb, pardon, pour l'innovation destructrice. Alors je vous laisse dire un mot de conclusion, peut-être. Non, je crois qu'on est arrivé à la fin. Je suis très heureux d'avoir pu parler et dialoguer avec Luc, plutôt que, comme je disais, d'avoir des face-à-face ou des duels. On a envie d'aider les gens à comprendre mieux le monde qui vient. Et je crois qu'on l'a fait. Moi, je suis absolument ravi de cette conversation, et je suis comme toi, on se tutoie en vrai, allez, tant pis. Je déteste les en hausse, en baisse des hebdomadaires, les pour-contre. Je trouve que les dialogues et les débats ne sont véritablement féconds que quand il y a un fond d'amitié derrière. Sinon, ça ne sert absolument à rien. Et donc là, c'était le cas. C'est quand même une chance. Je suis bien d'accord. Alors, merci à vous deux. Vraiment, c'était très agréable. Merci à notre partenaire pour l'émission de ce soir, BVA, qui est partenaire aussi du Forum Changer d'air. Et puis, merci à Xavier Ginoux qui nous reçoit dans son espace convivial de l'Open Mind Café. Merci, Éloi. Je te repasse la parole et bonne année à tous. Et évidemment, bonne année à vous, amis internautes. Merci ici à l'Open Mind Café, merci BVA. Et merci à vous, Véronique Angers de Fribert, de nous porter si loin avec ce forum Changer d'air. Merci à vous derrière votre écran. Vous avez été très nombreux à réagir sur le chat, à tweeter sur FCE 2015. Le hashtag FCE 2015 se poursuit toute l'année. Évidemment, vous l'aurez compris, vous avez un rendez-vous à noter en caractère très gras dans votre agenda le 3 juin prochain. Mais on se tient au courant sur les réseaux, bien sûr, parce que d'ici là, on va co-construire beaucoup d'événements jusqu'à ce forum Changer d'air. À tout bientôt, à tout de suite sur les réseaux. Merci.